Les établissements scolaires français sont touchés par un phénomène puissant de ségrégation sociale, qualifié, je cite, de bombe à retardement pour la société française, par Nathalie Mons, ancienne présidente du Conseil national d'évaluation du système d'évaluation scolaire. Ce constat, dressé en 2015, n'est malheureusement pas nouveau. Depuis près de 20 ans, les études se succèdent et soulignent que les indicateurs de mixité sociale à l'école ne s'améliorent pas. Pire, la dernière étude PISA de 2018 démontrait à quel point le système scolaire français devenait gravement inégalitaire sous le poids des déterminismes sociaux. Avec Israël et le Luxembourg, la France est le pays de l'OCDE où l'origine sociale des parents influence le plus le parcours scolaire. Or, nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle représentation, à moins d'estimer que le retour à une société de classe figée est un projet politique d'avenir. La récente publication des indices de position sociale IPS des collèges et des lycées a jeté une lumière crue sur le déclin de la mixité sociale dans notre système scolaire. Ainsi, sur les 100 premiers lycées ayant des IPS les plus élevés, 82 sont des établissements privés sous contrat. Cette véritable saignée du secteur public est accompagnée d'un double mouvement profond. D'une part, de terribles disparités au sein même du système scolaire, notamment entre la filière professionnelle et celle générale et technologique. La moyenne des IPS des lycées généraux et technologiques privés et publics confondus est de 114,21 quand celle des lycées professionnels n'est que de 87,5. Presque 30 points d'écart. Nous rendons-nous compte, mes chers collègues, ce que dévoilent ces chiffres. Les sociologues de l'éducation ont un terme pour désigner cette dichotomie au sein du système scolaire, le tri social. D'autre part, les inégalités territoriales très fortes sont à l'œuvre. Certaines académies concentrant la plupart des établissements à faible ou fort IPS, ce qui témoigne en filigrane de l'importance des politiques de logement et d'aménagement du territoire, mais j'y reviendrai. Désormais, la question qui nous est adressée en tant que décideurs politiques est de savoir si nous voulons réellement renforcer la mixité sociale à l'école, facteur déterminant de réussite scolaire, singulièrement pour les élèves défavorisés, ou si, à l'inverse, nous estimons qu'elle est un sujet mineur, voire une fatalité. Monsieur le ministre, d'après vos propos, vous avez clairement opté en faveur de la première hypothèse et le groupe socialiste, écologiste et républicain s'en réjouit. En effet, nous sommes convaincus que l'absence de mixité scolaire à l'école n'est ni acceptable ni soutenable. Aucunement acceptable car elle induit une conception séparatiste de notre société ainsi qu'une indifférence généralisée aux inégalités qu'elle engendre. Aucunement soutenable car elle gangrène l'idéal cardinal d'égalité des chances au fondement de notre pacte républicain. Si l'école ne permet plus d'assurer la mobilité sociale, c'est l'ensemble de notre édifice sociétal et démocratique qui est en danger. Pourtant, depuis 2013 et la loi d'orientation et de programmation pour une refondation de l'école, la mixité sociale est un objectif du service public de l'éducation qui doit, je cite, « veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements, tout en contribuant à l'égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ». Dès lors, comment combler l'écart entre la théorie et la pratique, ou si vous préférez, entre la loi et la réalité constatée? Le gouvernement socialiste, en collaboration avec les collectivités territoriales volontaires, s'est attelé à apporter une première réponse. En 2016, suite au plan mixité sociale dans les collèges, initié par la ministre de l'Éducation nationale, 17 départements ont lancé des expérimentations pour lutter contre la ségrégation sociale dans le secondaire. À cet égard, le plan mis en œuvre par le département de la Haute-Garonne présente des résultats remarquables et une conclusion incontestable peut en être tirée. La mixité sociale permet aux élèves défavorisés de mieux réussir scolairement, sans pour autant faire baisser bien sûr la réussite des élèves les plus favorisés. En pratique, elle établit donc un système gagnant-gagnant. Aussi, le plan haute-garonnais témoigne que plusieurs ingrédients sont indispensables pour garantir le succès de telles initiatives. Le temps de la concertation, chère Émilienne, en particulier avec les parents, est fondamentale. La co-construction avec la communauté éducative, faire évoluer positivement le projet et assure son acceptabilité globale. Des moyens budgétaires sont impératifs, lesquels peuvent porter sur des politiques publiques connexes. Je pense à la mobilité, notamment au bus scolaire par exemple. Et bien sûr, l'appui du ministère de l'Éducation nationale, y compris financier, est primordial. Par conséquent, Monsieur le Ministre, allez-vous soutenir plus massivement ces expérimentations territoriales qui ont vraiment un impact éducatif et social évident? Et êtes-vous prêt à dégager des moyens pour accompagner ces collectivités territoriales qui seraient volontaires? Cette question est d'autant plus légitime que nous savons vos chantiers nombreux.
Rémunération des professeurs, généralisation de l'école du futur, même si je n'entends plus parler beaucoup de ce terme-là. Concrètement, de quel budget disposez-vous pour accroître la mixité sociale à l'école? J'insiste, mais ce point est essentiel, car au-delà des adaptations organisationnelles que vous proposerez, il déterminera la portée réelle aussi de votre action, car sans ressources budgétaires adéquates, point de plan ambitieux en matière de mixité sociale. Autre problématique abordée en préambule de mon intervention, la participation du privé sous contrat à l'objectif de mixité sociale. Au regard de l'ampleur du phénomène de ségrégation sociale qui affecte le système scolaire, est-il encore possible de fermer les yeux et de laisser faire? C'est la question que je vous pose, que je nous pose collectivement, mes chers collègues. La liberté de recrutement du privé est-elle négociable aujourd'hui? J'ajouterai qu'en France, sauf erreur de ma part, nulle liberté n'est absolue, si bien que comme toute liberté, la liberté de recrutement peut être encadrée dans la mesure où elle constitue un enjeu décisif pour améliorer la mixité sociale à l'école et la réussite de tous les élèves. Ce sont l'efficacité et la crédibilité de notre politique éducative publique qui sont en jeu. En finançant les établissements privés sous contrat à hauteur de 73%, sans contrepartie en matière de mixité sociale, l'État ne participe-t-il pas de l'éviction du public vers le privé? Et l'État ne fragilise-t-il pas finalement ses propres écoles publiques? Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous par exemple moduler peut-être les dotations des établissements privés sous contrat en fonction de leur action ou inaction en matière de mixité? Êtes-vous favorable à cette conditionnalité? Comme vous le constatez, cette proposition ne vise nullement à punir les écoles privées, mais bien à faire en sorte qu'elles concourent à cet objectif de mixité sociale et scolaire. Plus globalement, en fait, que comprendra le protocole d'accord que vous envisagez? Enfin, la mixité sociale des établissements scolaires dépend des politiques de logement et d'aménagement du territoire. Avez-vous entrepris un travail interministériel avec vos collèges du ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires et aussi bien sûr en lien avec les collectivités territoriales? Et si la réponse est positive, sur quelles conclusions peut-être pourrait-il aboutir? Alors, mes chers collègues, après le combat en faveur de l'égal accès aux études qui fut celui du XXe siècle, schématiquement, celui en faveur de l'égalité des chances demeure entier et probablement peut-être plus intense encore que dans les années 80. Car si l'école ne peut pas tout, la promesse méritocratique qui lui est attachée doit impérativement être rehaussée, ce qui implique de s'assurer que les conditions de sa réalisation pour tous soient réunies. Alors, passer de la partialité des chances à une réelle égalité des chances oblige à un volontarisme politique très fort et affirmé afin de briser les ghettos sociaux et scolaires sous peine de basculer vers une société purement endogame ou même dans un gouffre démocratique. Comme ça a été rappelé par différentes intervenantes et intervenantes, dans notre pays, l'enseignement privé sous contrat est subventionné par l'État et les collectivités territoriales à hauteur de 73%. C'est près de 10 milliards d'euros qui, chaque année, sortent des caisses publiques pour financer le privé. Alors que le public souffre d'un manque de moyens chronique, le privé continue de profiter de nouveaux effets d'aubaine, comme avec la loi Carle en 2009 et la loi Blanquer en 2019. Or, cas unique au monde, ce financement public du privé se fait pratiquement sans aucune contrepartie. Ces établissements échappent à la carte scolaire et leur recrutement reste opaque. On ne sait pas quels critères sont retenus pour sélectionner les élèves. Tout le monde finance le privé, mais tout le monde n'y a pas accès. Car le privé pratique l'exclusion sociale de fait. En juillet 2022, vos services soulignaient que l'écart entre la proportion d'élèves très favorisés dans le privé et le public s'était creusé de près de 10 points en 20 ans. La publication des IPS en janvier a confirmé l'embourgeoisement de plus en plus marqué du privé. À Paris, deux chercheurs, Julien Grenet et Youssef Souidi, ont montré que le privé ne compte que 3% d'élèves défavorisés contre 24% dans le public. Il est là le véritable séparatisme contre lequel nous devons lutter avec acharnement. Pire, une étude de 2014 menée par Loïc Duparquet, Thomas Brodati et Pascal Petit, au moyen d'une expérience contrôlée inspirée de la méthode du testing, a démontré qu'il existe à l'entrée des établissements scolaires privés une sélection ethnique. En tant que chercheur, vous serez vous aussi sensible que moi à la pertinence de ces travaux. Ce constat, je sais que vous le partagez, vos convictions, nous les connaissons, Monsieur le Ministre. Nous sommes prêts à vous soutenir contre tous les conservatismes si vous prenez des mesures à la hauteur de l'urgence. Mais êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre,
à introduire au niveau national un système de bonus-malus similaire à celui mis en place par le département de Haute-Garonne, parce que vous n'avez pas été suffisamment précis sur ce point, pour moduler les crédits pédagogiques versés aux établissements en fonction de leur niveau de mixité sociale. En fait, ça reviendrait à prendre l'argent au privé qui ne joue pas le jeu de la mixité sociale pour le donner au public. La question de la mixité scolaire se pose différemment en agglomération et dans les territoires ruraux où les établissements scolaires sont plus éloignés les uns des autres, limitant ainsi l'impact de la ségrégation résidentielle et les stratégies d'évitement des familles. La mixité est une réalité bien plus tangible dans les écoles, collèges et lycées de nos communes rurales, où le vivre ensemble existe de fait. Une raison supplémentaire de leur accorder les moyens de fonctionner dans des conditions correctes et de maintenir leur ancrage territorial. Car sur le terrain, on observe une montée en puissance des écoles privées rurales, notamment hors contrat, qui pourrait remettre en cause ce fragile équilibre. Or, nous payons aujourd'hui très cher les suppressions de postes actées lors du vote du budget 2023, notamment dans le premier degré. Dans la Drôme, plus de 40 fermetures de classes vont avoir lieu, essentiellement dans les communes rurales, victimes d'une logique comptable. Que prévoyez-vous pour maintenir des conditions d'enseignement à la hauteur dans ces territoires ? La situation des lycées ruraux doit également appeler votre attention, car la mise en œuvre de la réforme du lycée a mis à mal leur attractivité. Nous l'avions pointé dans notre rapport de bilan des mesures éducatives du quinquennat, porté avec mes collègues Annick Billon et Max Brisson. Les lycées ruraux se trouvent, en raison de leur dotation globale horaire limitée, contraints de faire des choix entre spécialités et options proposées. Cela incite des élèves au départ de leur établissement. Le gouvernement a-t-il prévu de renforcer les moyens qui leur sont consacrés afin de garantir une offre éducative homogène, une égalité d'accès au enseignement, facteur clé de la mixité sociale ? Je voudrais revenir sur les suppressions de postes parce qu'on a bien le sentiment que c'est vraiment proportionnellement au nombre d'élèves que c'est fait. Moyenne d'élèves par classe primaire, c'est 21,9 en France. En Europe, c'est 19,4. Et dans nos classes rurales, après fermeture, on monte souvent à 24, 25 ou 26. Ça, c'est quand même quelque chose qui rompt l'égalité, fragilise la mixité. Vous avez dit tout à l'heure que les directions académiques négocient avec les élus, mais elles le font avec ce qu'on a voté au PLF, c'est-à-dire avec pas grand-chose. À Grenoble, c'est 0 poste et la Drôme a dû rendre 11 postes. Et vous avez parlé de trajet raisonnable. Ça m'interpelle beaucoup, de regroupement. On n'a pas envie de voir revenir le 6 quater. Et je vous rappelle qu'en ruralité, un trajet raisonnable, ça se compte en temps et pas en kilomètres. Il faut y être très attentif. Nous le constatons depuis plusieurs décennies, notre système scolaire demeure profondément ségrégué. La corrélation entre le milieu socio-économique et la performance scolaire est l'une des plus fortes de l'ensemble des pays de l'OCDE, selon l'évaluation PISA, et elle s'aggrave chaque année sans que nous ne sachions y remédier. Qu'elle soit spatiale, budgétaire, résidentielle ou culturelle, cette segmentation sociale renforce les inégalités d'éducation et d'apprentissage, nourrit un sentiment de fatalisme et freine l'interaction entre élèves de différents niveaux. Les effets produits sont sévères et durables et participent à fracturer notre modèle républicain. Le Code de l'éducation dispose que la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Notre responsabilité, et celle de votre ministère en particulier, est de permettre la réussite de tous les élèves, objectif fixé par la loi, en améliorant partout les conditions de scolarisation, en premier lieu celles des plus fragiles. Aussi, Monsieur le Ministre, par quels moyens lutter plus efficacement contre le séparatisme scolaire et contrer les stratégies d'évitement des familles ? Comment développer une véritable culture de l'hétérogénéité dans les établissements ? Sur des problématiques plus locales, qui impactent le fonctionnement de nos écoles et creusent plus encore les inégalités scolaires, qu'entendez-vous opposer à la crise structurelle du non-remplacement des enseignants dans nos départements, qui dégradent les conditions d'apprentissage et sont à l'origine de fermetures de classes uniques ou de sites isolés? Concrètement, vous fermez des classes pour créer des postes de remplaçants, exemple en Creuse. Dans un contexte national de suppression de postes pour 2023, moins 1117, comment garantissez-vous une présence enseignante au quotidien dans chaque classe ? Par ailleurs, la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers vous paraît-elle satisfaisante ? Nous constatons sur le terrain de grandes difficultés dans la structuration et la complétude de nos RASED, avec des zones blanches qui demeurent. Enfin, l'école du futur prônée par l'exécutif permettra-t-elle de réduire les inégalités territoriales telles que nous les subissons en hyper-ruralité ? Ce dispositif vous paraît-il adapté à nos réalités ?
Alors, en conclusion de ce débat, d'abord, je voudrais remercier les collègues qui, par leurs différentes interventions et leurs points de vue, ont vraiment témoigné de leur intérêt pour cette question de la mixité scolaire. Je voudrais également remercier le ministre, à la fois, bien sûr, pour ses réponses toujours étayées, mais aussi pour les quelques annonces qu'il a pu nous faire. Et je trouve important que vous ayez, dans la suite de votre réflexion sur cette question qui est aujourd'hui, pour moi en tout cas, que je qualifie d'enjeu démocratique, et la publication des IPS nous engage, on peut le dire comme ça, et cette réalité-là, en tout cas, elle ne peut que nous inciter à aller plus loin, et bien que ces annonces que vous avez faites, en tout cas, que ce que vous nous avez dit vouloir pousser, comme vous dites, par la négociation, par le temps, eh bien, et nous puissions en tout cas, avec vous et en tout cas au Sénat, parce que vous avez vu qu'il y a un intérêt réel pour cette question, eh bien, pouvoir en tout cas en avoir plus de précision dans les semaines à venir. Alors c'est vrai que par les interventions, les collègues ont beaucoup évoqué les moyens, parce qu'au-delà de la question de la mixité scolaire, vous avez tous évoqué la question des moyens, et Béatrice Gosselin vient de le faire d'ailleurs à travers ses propos. Mais on a bien vu aussi que pour cette question-là, les leviers sont multiples. Et on a pu en évoquer certains. Vous l'avez, Monsieur le Ministre, aussi évoqué, la question des options, la question des différents parrainages, en tout cas tout ça, la sectorisation. Je crois que les leviers sont multiples et qu'il va falloir vraiment pouvoir tenter de les actionner, parce que derrière cela, il y a aussi de l'interministériel, la politique de l'habitat, de l'aménagement du territoire, de la fabrique de nos villes et de nos territoires, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, parce que la question de la ruralité aussi, vous l'avez évoqué, et des spécificités, et je pense que ça, il faut absolument vraiment le souligner. Le partenariat avec les collectivités, forcément, mais aussi la formation des enseignants. Et à cet égard, et pas seulement sur la formation des enseignants, mais puisqu'on voit bien que c'est une palette, vous l'avez dit vous-même, extrêmement diverse, eh bien, comme on a beaucoup parlé de l'expérimentation de la Haute-Garonne, moi j'encourage les collègues à lire ce qu'il en a été fait, c'est-à-dire le rapport qui a été rendu, je crois que c'est 4 ans, 5 ans d'expérimentation, parce qu'on voit bien que d'abord, ça a donné des résultats, comme on l'a dit, extrêmement positifs, mais que cette expérimentation a été aussi l'occasion d'actionner tous ces leviers. Tous ces leviers. Et ça, et je l'ai dit dans mes propos liminaires, ça demande aussi des moyens. Et je crois que je reviens aux moyens budgétaires, mais ça peut être en tout cas l'occasion de pouvoir eh bien, travailler au plus près avec les collectivités territoriales sur peut-être leur volonté d'expérimenter d'autres projets de cette nature. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas être trop longue, vous nous avez parlé du 20 mars, on a beaucoup parlé de l'école privée sous contrat, puisque cette question qui arrive dans notre débat quand même, pour travailler sur l'amélioration de la mixité scolaire, vous avez dit être en négociation aujourd'hui et que vous nous donneriez peut-être en tout cas la teneur d'un protocole d'accord qui arriverait aux alentours du 20 mars. Je pense que nous sommes très impatients à voir et à regarder ce qu'il contient, parce que derrière cela, il y aura aussi forcément, je dirais, peut-être une autre étape dans ce 21e siècle sur cette question de mixité scolaire. Je crois vraiment, et je terminerai par là, pour vous dire que, et on le voit dans d'autres pays, c'est véritablement un enjeu démocratique et républicain. Et je crois que c'est une promesse que l'on doit à tous les enfants de notre pays, et que pour cela, il faut un grand volontarisme politique.